Nous commençons aujourd'hui notre étude de la SARL. Et donc, bien sûr, nous allons commencer en parlant de ses modalités de constitution et puis nous dirons aussi quelques mots des hypothèses de dissolution. Alors, nature juridique de la SARL, d'abord, c'est fait partie des sociétés commerciales. C'est-à-dire que, quel que soit l'objet de la SARL, elle a le statut de société commerciale. Et donc, on ne va pas s'intéresser pour déterminer son statut à l'objet. Si l'objet est civil, ce qui peut arriver, eh bien, il n'empêche que c'est une société commerciale qui obéit à ce titre au droit commercial. Donc, la plupart des SARL, ceci étant dit, ont un objet commercial. Mais les SARL qui ont un objet civil sont, malgré tout, des sociétés commerciales. Voilà, au sens de cette expression dans le Code de commerce. C'est une structure qui a un statut hybride, on dit aussi intermédiaire, hein, en ce sens que elle a certains points communs avec les sociétés de capitaux et la SA notamment, que nous avons étudié, mais elle a aussi des points communs avec ce que l'on appelle les sociétés de personnes. Alors, qu'est-ce qui est commun à la SARL et au SA ? Eh bien, c'est cette responsabilité qui est limitée au montant des apports. Chaque associé fait un apport. L'apport en question, il le met en jeu, donc il peut le perdre si les choses se passent mal, mais sa responsabilité ne va pas au-delà du montant de l'apport qu'il a effectué. C'est la même règle, je vous l'ai dit, dans les SA. L'actionnaire qui a apporté 1 000 € à une SA risque 1 000 €, mais sa responsabilité n'ira pas au-delà de cette somme-là. Eh bien, dans la SARL, comme son nom l'indique, c'est la même chose. Donc, c'est effectivement un des avantages de cette forme juridique par rapport à l'entreprise individuelle, où l'entrepreneur individuel va engager tous ses biens dans son activité, sauf s'il utilise certaines dispositions légales qui sont maintenant offertes aux entrepreneurs individuels. Mais structure hybride, pourquoi ? Parce que elle a aussi des points communs avec ce que l'on appelle les sociétés de personnes. Dans les sociétés de capitaux, comme le nom l'indique, l'objectif c'est de réunir des capitaux, de réunir des fonds pour réaliser une activité, un objet social précis. Dans les sociétés de personnes, l'objectif n'est pas le même. Ça n'est plus de réunir des capitaux, c'est de réunir des personnes qui vont travailler ensemble à la réalisation donc d'un objet social. Et c'est pas du tout le même esprit de constitution, de fonctionnement. Eh bien, la responsabilité des associés est limitée comme dans les sociétés de capitaux, mais comme dans les sociétés de personnes, il y a ce que l'on appelle un fort intuitu ou intuitus personné. C'est-à-dire que dans les SARL, la considération de la personne avec laquelle on s'associe reste importante. Elle est certes moins importante que dans les sociétés de personnes pures, type société en non collectif, mais ça reste très important. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on reste, je l'ai dit tout à l'heure, avec un nombre d'associés qui est limité, même si le maximum légal a été augmenté récemment. Donc voilà, du fait de cet intuitu personné qui est fort, du fait de cette considération de la personne, eh bien, comme nous le verrons, la cession des parts sociales n'est pas libre. La cession des parts sociales à des tiers n'est pas libre, ça c'est la loi qui le dit. Et en plus, la cession des parts à des proches, conjoints, enfants, descendants, elle est libre, sauf si les statuts en décident autrement. Donc là, après, le degré d'intuitu personné, ce sont les associés qui vont le fixer eux-mêmes en rédigeant les statuts. Voilà, donc on est en présence là d'une société qu'il est difficile de qualifier véritablement et de ranger dans une catégorie bien précise. Voilà, mais c'est une forme juridique qui est très utilisée en pratique, ça il faut que vous le sachiez.
pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle offre pas mal d'avantages sur lesquels je vais revenir ensuite, mais aussi parce que le législateur la décline en quelque sorte sous plusieurs formes, selon justement l'objet de la société. Donc il y a différentes variantes de la SARL qu'on va utiliser selon l'activité que l'on va exercer. Donc dans le domaine commercial, c'est simple, je viens de le dire, ça s'appelle SARL, Société à responsabilité limitée, et s'il y a un seul associé, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais dans le domaine agricole, on peut aussi créer une société de ce type. Et ça s'appelle, dans ce cas-là, une EARL, entreprise agricole à responsabilité limitée. Donc, agricole, objet civil. Les activités agricoles ne font pas partie du domaine commercial. Eh bien, malgré tout, l'EARL, qui a un objet civil, c'est une société commerciale qui fonctionne, on va dire, sur des bases qui sont assez proches de la SARL. Alors, on n'étudiera pas en détail ça, mais il faut que vous sachiez que le mode de fonctionnement, il est quand même très, très proche. Dans le domaine sportif aussi, récemment a été créée une EUSRL, donc une entreprise, là encore à responsabilité limitée, donc à vocation sportive. Et les personnes qui sont dans ce secteur-là, c'est encore un objet civil, là aussi. Eh bien, malgré tout, on peut adopter cette forme qui est une forme de société commerciale. Autre exemple, les activités libérales peuvent très bien s'exercer sous forme de SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Ce sont des formes juridiques qui sont très utilisées en pratique. Parce que, voilà, justement, elles peuvent s'adapter très bien à toutes ces situations particulières. Alors, la SELARL, elle peut être pluripersonnelle, elle peut être unipersonnelle. Mais ça, donc, de toute façon, c'est la règle en la matière. Elle est très utilisée parce que il y a plusieurs variantes, en plus de la SARL proprement dite, mais elle est très utilisée parce qu'elle offre aussi de très nombreux avantages pour les gens qui la choisissent. Alors, la première chose qu'on peut relever, bien sûr, c'est cette limitation de responsabilité. Le créateur d'entreprise qui choisit l'entreprise individuelle, je vous l'ai dit, il engage tous ses biens. Bon, il a la possibilité de mettre certains biens à l'abri, en faisant une démarche spécifique, mais la règle normale, c'est quand même celle-ci. Il engage tous ses biens. Celui qui crée la même entreprise, mais sous forme de SARL, limite sa responsabilité. Deuxième chose, certaines personnes vont opter pour l'entreprise individuelle parce que justement c'est très simple à créer. Eh bien, aujourd'hui, il faut le reconnaître, la SARL, l'EURL, c'est également extrêmement facile à mettre en place. D'autant plus qu'il n'y a plus cette exigence de capital minimum qui avant pouvait être un frein. Certains entrepreneurs qui n'avaient pas les 7 500 €, mais qui avaient peut-être 2 000 ou 3 000 €, ne pouvaient pas créer une SARL ou une EURL. Aujourd'hui, il n'y a plus cet obstacle-là, donc c'est vraiment quelque chose qui est très facile à créer. Pas de capital minimum, je viens de le dire, et en plus, on peut faire toutes sortes d'apports. Donc je peux apporter mon industrie, de même que je peux apporter des biens, de même que je peux apporter du numéraire. Donc là, vraiment, c'est très ouvert, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le nombre d'associés limité, ça a un intérêt parce que c'est vrai que c'est la considération de la personne qui va dominer et que ça, c'est très adapté aux sociétés qui ont un caractère familial. Et c'est vrai que dans les SARL, il y a très souvent cet aspect-là qui joue. C'est-à-dire que ce sont des membres d'une même famille ou d'un cercle d'amis qui décident de s'associer, qui se connaissent et qui veulent travailler ensemble. Et ça, donc, beaucoup de sociétés à caractère familial utilisent la forme de la SARL.
Autre avantage par rapport à l'entreprise individuelle, et c'est un vrai avantage, la facilité de transmission. Je vous l'ai dit, l'entreprise individuelle, au décès de l'entrepreneur individuel, devient très fragile. Elle va se transmettre à ses héritiers. Mais si l'entrepreneur a plusieurs héritiers et pas grand-chose d'autre dans son patrimoine, eh bien l'entreprise individuelle risque d'être morcelée. Et si vous la morcelez, il n'y a plus véritablement possibilité d'exercer l'activité. Donc ça fragilise énormément l'entreprise que cette difficulté de transmission. Par ailleurs, quand on transmet une entreprise individuelle, il y a des droits à payer qui sont extrêmement lourds et qui posent là aussi un vrai problème de reprise de l'activité. Quand vous transmettez une SARL, eh bien vous transmettez des parts sociales. S'il y a une SARL avec 3000 parts sociales qui ont été émises et qu'il y a 3 héritiers, ce n'est pas compliqué, ils auront chacun 1000 parts sociales. Et puis ensuite, eh bien, ils vont se réunir en assemblée pour prendre un certain nombre de décisions. Lorsque c'est une entreprise individuelle qui est dans le patrimoine de l'entrepreneur qui décède, les choses ne se présentent pas du tout de la même manière et vous ne pouvez pas dire il y en a un qui va avoir le matériel, l'autre qui va avoir les matières premières et le troisième qui va avoir les produits finis. Il n'y a plus d'entreprise si on fonctionne de cette manière-là. Donc, c'est un très gros avantage de la SARL. Et puis, et ça explique que dans certains cas, on choisisse la SARL plutôt que la SA. Parce que ce que je viens de vous dire sur la facilité de transmission, c'est vrai aussi de la SA. Mais la SA, on est en présence d'une structure qui est lourde, je vous l'ai dit et vous l'avez compris, puisqu'il y a quand même 3 niveaux de décision. Les actionnaires, si on prend la SA de type classique, le conseil d'administration et le directeur général. Tout ça, c'est lourd et coûteux de fonctionnement. Même chose quand c'est une SA de type dual. Il y a un directoire et un conseil de surveillance. C'est lourd, c'est coûteux. Ça fait du formalisme aussi. Alors que la SARL offre bien sûr le même avantage en ce qui concerne la transmission. La limitation de responsabilité, c'est très appréciable. Et en plus, on fonctionne beaucoup plus simplement puisque on a qui ? On a les associés d'un côté et puis la gérance. Alors le gérant en général, même si, comme on va le voir, il peut y avoir plusieurs gérants. Donc voilà, il n'y a pas 3 niveaux de décision, il n'y en a que 2. C'est effectivement plus simple. Et comprenez-le bien, c'est plus simple et c'est très souvent, notamment dans les structures familiales, c'est très souvent tout à fait suffisant. Voilà donc pour ces principaux intérêts. On peut en rajouter un autre, c'est celui-ci, c'est que lorsqu'il arrive que les parts se trouvent réunies entre les mains d'une seule personne, il y avait 2 associés, il y en a un qui veut se retirer et l'autre est intéressé par le rachat de ses parts, ça ne va pas amener la dissolution du groupement. Ça va se transformer tout simplement en URL. Et attention, c'est une transformation automatique, c'est une transformation qui n'entraîne pas la disparition de la personnalité juridique. On ne dissout pas la SARL pour créer une EURL. Non, ça se fait de plein droit automatiquement. Et c'est vrai dans les 2 sens. Un associé unique décède, il a 3 héritiers, eh bien, automatiquement, le URL va se transformer en SARL, sans qu'on soit, là encore, obligé de dissoudre et de liquider, puis ensuite de recréer une autre société. Donc, vous voyez, vraiment beaucoup d'intérêt à cette forme juridique, dès lors qu'on est dans un projet qui, sur le plan des moyens financiers, n'est pas trop ambitieux, parce qu'on sera forcément limité à 100 associés. Et 100 associés, ça limite forcément les perspectives de réunir des fonds très importants. Donc pour un très gros projet industriel, la SARL n'est pas adaptée. Mais pour un projet plus modeste, pour une structure familiale, ça a beaucoup d'avantages. Mais il y en a d'autres, on le verra ensuite. Quand on parlera tout à l'heure du statut social du gérant. Voilà, donc transformation automatique sans passer par la dissolution.